Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va traiter d'allocation géographique de votre portefeuille financier. Vous n'êtes pas sans savoir que la diversification est un élément central qui va vous permettre d'obtenir les performances les plus élevées possibles tout en réduisant votre risque. Et aujourd'hui, dans le monde qui est le nôtre, eh bien, la plupart des portefeuilles sont très largement pondérés envers l'économie américaine. Ce qui a du sens, bien évidemment, puisque c'est une économie extrêmement puissante, que ce soit sur la scène géopolitique internationale, mais aussi sur les questions financières, ayant notamment les GAFA qui poussent l'économie américaine de manière très importante. Cependant, il y a beaucoup d'analystes, et notamment le célèbre gérant de hedge fund Ray Dalio, qui explique qu'effectivement, aujourd'hui, l'économie américaine semble s'essouffler depuis plusieurs années, et il y a effectivement des indicateurs macroéconomiques qui tendent à prouver que l'hégémonie américaine ne pourra pas durer éternellement, voire serait même sur le déclin dans les années et les décennies à venir. Qu'est-ce qui pousse les analystes à penser de cette manière? Eh bien, c'est tout simplement des facteurs économiques qui, dans le passé, c'est-à-dire lors des derniers siècles, ont nécessairement précédé la chute d'un empire qui dominait l'économie mondiale. Ça a été notamment le cas de la domination des Hollandais et aussi de la domination des Anglais sur l'économie mondiale. Il y a deux choses principales à retenir. Premièrement, c'est la balance commerciale, c'est-à-dire la capacité d'un pays à produire tellement plus qu'il ne consomme, qu'il va pouvoir exporter et donc avoir une balance commerciale positive. C'est le cas de tous les pays qui sont dominants, mais cette balance commerciale, il y a un moment où les pays sont tellement dominants que notamment leur coût du travail augmente et ils sont donc concurrencés par des personnes et des pays qui vont être en mesure de copier leur technologie, mais avec une main-d'œuvre moins coûteuse, ce qui va du coup réduire leur rentabilité et faire passer leur balance commerciale dans le négatif. Et c'est notamment le cas des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est le deuxième facteur qui pousse à croire que l'hégémonie américaine touche à sa fin rapidement, c'est la question de la dette. C'est-à-dire que les superpuissances ont toujours abusé de l'état de dette, notamment parce que quand vous êtes la superpuissance, la monnaie de votre pays devient la monnaie de référence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde est très heureux d'acheter des dettes de votre pays puisqu'ils savent qu'ils vont être payés selon votre monnaie et que votre monnaie est considérée comme étant la plus stable. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec le dollar américain qui est considéré comme la monnaie de réserve mondiale. Cependant, il y a de plus en plus de dettes effectivement qui s'accumulent sur le dos de l'Amérique et des États-Unis et on voit très bien que cette dette, au-delà de la question de sa capacité à être remboursée, elle a vocation à augmenter de manière exponentielle et donc simplement les intérêts de cette dette deviennent très difficiles à supporter pour l'économie américaine qui n'est pas en mesure, comme on l'a vu de par sa balance commerciale négative, de produire finalement de la valeur supplémentaire pour aller en face de ce coût de la dette. Donc ces deux points de vue combinés nous poussent à dire, ok, les USA sont probablement une allocation qui a un certain risque, notamment à très long terme, si il y a une crise de cette superpuissance. La question, bien évidemment, c'est de se dire qui prend le relais. A priori, il n'y a pas 150 000 concurrents sur le sujet, et a priori, effectivement, si les États-Unis s'effondrent, il y a une superpuissance qui semble bien plus forte que toutes les autres et qui a pour projet de prendre le relais, c'est la puissance notamment de Chine, qui est relativement équivalente aujourd'hui en termes de poids économique, mais qui a des indicateurs qui sont, à l'inverse des États-Unis, totalement dans le vert. Que ce soit sur la question de la dette ou que ce soit sur la question de la balance commerciale, qui, comme on l'a vu, est extrêmement positive. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire notamment que les États-Unis, aujourd'hui, pour maintenir leur niveau de vie, sont obligés de créer de la dette. Et cette dette, elle est achetée par qui? Elle est achetée notamment par la Chine,
qui a des excédents de capitaux importants. Et donc on voit bien qu'ici, le rapport de force, eh bien, il s'inverse petit à petit. Déjà parce que la Chine grossit et les États-Unis perdent en puissance, mais aussi parce que petit à petit, la proportion de la dette américaine est détenue de plus en plus par la puissance chinoise. Une fois qu'on a fait ce constat, qui est un constat qui est assez simple et assez clair, c'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, il y a assez peu d'incertitudes. On pourrait se dire, eh bien, oui, il est évident qu'il faut relocaliser une partie importante de nos portefeuilles d'un point de vue géographique en prenant des produits qui étaient situés sur le territoire américain pour avoir des entreprises qui sont situées sur le territoire chinois. Et il y a de très bons candidats en termes d'entreprises sur le territoire chinois. Alibaba est bien évidemment l'entreprise à laquelle on pense en première, qui est un petit peu le Amazon chinois, mais qui est bien moins surévalué et qui a un marché absolument colossal pour un prix qui est bien moindre. Cependant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que beaucoup de gens se sont fait cette réflexion, y compris beaucoup de hedge funds, y compris des investisseurs effectivement très reconnus, comme Warren Buffett, qui considère que Alibaba est une des actions qui est plus sous-évaluée qui existe aujourd'hui. Cependant, le marché chinois, ça fait pas, ça fait pas qu'un an qu'on peut faire cette analyse technique et se dire bah, il devrait exploser. Et pourtant, il n'explose pas du tout. Et c'est là où il faut essayer de se rendre compte. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi, alors que les indices économiques sont si positifs pour la Chine, les indices, eux, financiers, ne suivent pas du tout? Et bien en fait, ça réside, là encore une fois, entre la différence fondamentale entre l'économie réelle et la finance. Il faut bien garder en tête que la finance, eh bien, c'est une prédiction de ce qui va se passer qui est très largement impactée par l'incertitude. Et donc même si à l'instant T, on est tous d'accord pour dire que la Chine est extrêmement puissante économiquement, d'un point de vue financier, il y a un risque extrêmement important qui fait fuir une bonne partie des investisseurs et ce qui empêche le marché chinois d'exploser à la même vitesse que son économie. Et cette incertitude, c'est une incertitude qui est principalement politique. Puisqu'en fait, il y a une différence fondamentale entre le capitalisme américain et le capitalisme chinois. Certes, ces deux puissances sont très largement reliées au capitalisme de marché tel qu'on le connaît. Cependant, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle du capitalisme américain, il est poursuivi comme une fin en soi. Alors que dans le cas du gouvernement chinois, il a été expliqué, il a été avoué en toute transparence, notamment par Xi Jinping, que le capitalisme n'est pas une fin en soi, mais est un moyen d'atteindre un idéal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'idée du gouvernement chinois, le capitalisme est quelque chose que l'on accepte de faire pour s'enrichir très rapidement, rattraper un retard technologique, rattraper un retard de richesse, mais qu'il y a un moment, ce moment personne ne le connaît, où a priori, le but est de s'extraire de nouveau de la logique capitaliste pour recréer un système basé sur d'autres valeurs. Et donc, il est bien là le problème, c'est qu'en tant qu'investisseur étranger, même si aujourd'hui les résultats des entreprises chinoises sont extrêmement bonnes, eh bien rien ne garantit que d'ici 15 ans ou peut-être d'ici 50 ans, le gouvernement chinois décide que les investisseurs étrangers n'ont pas leur mot à dire sur le destin finalement et la stratégie économique de leur pays, et que donc ils extraient effectivement et ils éjectent l'ensemble des investisseurs étrangers pour garder une main et un contrôle qui est en dehors de toutes les règles classiques du capitalisme et du libéralisme, mais il faut bien comprendre que la Chine n'en a rien à faire de l'idéologie sous-jacente au libéralisme, mais qu'ils n'utilisent que le capitalisme pour s'enrichir rapidement et rattraper leur retard. Et c'est très exactement cette incertitude qui pousse un nombre très important d'investisseurs à ne pas investir en Chine, et c'est ce qui explique en grande partie pourquoi le marché chinois, eh bien finalement, est très mauvais en termes de performance financière, alors que d'un point de vue économique, il est capable de générer beaucoup plus de revenus que le marché américain. La conclusion, c'est laquelle? La conclusion, c'est que, eh bien, effectivement, investir en Chine aujourd'hui, à mon sens, c'est un investissement risqué,
Mais pour moi, il y a un avantage qui est extrêmement important, c'est que c'est un investissement qui est très largement décorrélé de l'investissement en actions sur le marché US. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si effectivement on voit les US s'effondrer d'un point de vue financier et d'un point de vue économique, il y a très fort à parier que les actions chinoises vont très largement en profiter, puisque beaucoup d'investisseurs qui vont se rendre compte qu'effectivement il y a une survaluation qui est tellement importante au niveau du marché US, qui vont vouloir repositionner leurs capitaux au niveau d'autres marchés, et notamment au niveau du marché chinois, créant mécaniquement une augmentation de sa valeur. Donc ça pour moi c'est vraiment l'intérêt, c'est que il faut comprendre qu'il y a une guerre sans précédent, économique, politique, idéologique, qui se joue entre ces deux puissances. Et en tant qu'investisseur, dire bah non, moi je garde 100% sur le marché US et je ne m'occupe pas de la Chine sous prétexte que ça a fait des mauvais résultats passés ou sous prétexte que peut-être plus tard le gouvernement pourrait remettre en question ses gains, pour moi c'est un pari trop risqué. C'est un pari qui dit en gros bah, je croise les doigts pour que ce soit les États-Unis qui gagnent. Et spoiler alert, si on regarde les indicateurs actuels, il est assez peu probable que ce soit les États-Unis qui gagnent cette guerre économique. Donc pour moi, il est très largement pertinent d'avoir une diversification entre ces deux grandes puissances d'un point de vue géographique. Bien évidemment, il est à chacun finalement de déterminer la proportion de son portefeuille exposé à tel ou tel marché, mais pour moi, aujourd'hui, un portefeuille qui se dit diversifié et qui a moins de 10% de son capital investi sur le territoire chinois, euh, commet une erreur stratégique de long terme, dans le sens où il y a effectivement un risque ou une chance, tout dépend de comment on voit les choses en termes d'opportunités, très important pour que la Chine profite du déclin des États-Unis sur la question économique et de fait sur la question financière. Si vous voulez voir les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner et si vous voulez que je parle d'un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.